Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Salut Nico. Bonjour. Alors Nicolas Mouchard, tu es moniteur fédéral à la LIFRAS. On t'accueille aujourd'hui pour un sujet complètement différent parce que Nico, il y a une bonne dizaine d'années d'ici, tu t'es lancé dans un tour du monde à la voile. Et on était curieux d'entendre un petit peu les origines de ce voyage et puis tous les détails et les anecdotes croustillantes qui tournent autour. Mais donc, commençons par le début. Ce tour du monde à la voile, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te lancer là-dedans ? Alors, pas mal de choses. C'est un tour du monde d'un plongeur compulsif. Je pense que ça, c'est assez clair. Qui voulait plonger dans des endroits inaccessibles. Voilà, j'étais très attiré, entre autres, par les pôles, entre autres par le pôle Nord, quelques voyages au Groenland et au Spitzberg, etc. Mais je voulais vraiment retourner plonger par là. Et il y a eu un petit événement qui a déclenché tout ça. C'est le départ de mon père, qui était encore un peu jeune, plein d'idées dans la tête. Et puis, je me suis dit que moi, je n'attendrais pas la dernière minute pour réaliser mon rêve. Et donc, j'ai été chercher un petit bateau, un petit voilier en acier au port de Bruxelles, au Brick, où je venais de suivre pseudo-formation de yachtman navigateur, là. Donc, j'étais pas très bon au départ. Enfin, en tous les cas, pas de famille dans la voile ou pas spécialement d'amis non plus. Et puis, Florence et moi, on a démarré avec les enfants à bord. Première navigation, on a quitté le port de Bruxelles, on est passé par Anvers, on a traversé la Zélande et on est arrivé directement au nord de l'Écosse. Et puis de là, on a commencé à plonger tout au long du voyage. On est passé donc de l'Écosse, on est repassé sur la Norvège, on est allé jusqu'au Spitzberg, on est redescendu sur l'Islande. On a fait le passage nord-ouest. Florence et moi, on est les premiers Belges à avoir fait le passage nord-ouest. C'est quoi le passage nord-ouest pour... Le passage nord-ouest, c'est un passage au travers des glaces du nord du Canada. Tu pars d'abord par le nord du Groenland, la côte ouest du Groenland. Tu traverses la baie de Baffin et tu continues par Lancaster Sound et Peel Sound, etc. Donc, c'est-à-dire que globalement, tu traverses le Nunavut, donc cette province du nord du Canada. Il y a globalement une quinzaine de jours par an où c'est possible, certaines années, de traverser ce passage nord-ouest. Parce que sinon, c'est bloqué par les glaces, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est tout à fait englacé. Et du coup, plonger dans ces régions-là était extrêmement excitante parce qu'il y a des épaves historiques des premiers bateaux de la marine anglaise qui étaient partis découvrir ces passages qui étaient super excitantes, quoi. Vous connaissez peut-être Amundsen aussi, qui était le premier à pouvoir passer. Et donc, de fil en aiguille, on est passé donc, par Barrow, on a fait le tour par le détroit de Bering, donc, tu vois, ce détroit entre la Sibérie et l'Alaska. Et puis, on est descendu jusqu'à Nome, etc. Et on a fait tout le continent américain, toute la côte ouest du continent américain, nord et sud, jusqu'en Antarctique aussi. On a été plongé on a plongé tout du long. Pendant une dizaine d'années, quasiment, on a plongé tout du long, toute la côte chilienne. Je t'en passe. Donc Canada, États-Unis, et puis tu as fait l'Amérique centrale, toute l'Amérique et centrale. puis toute la côte sud-américaine. On a fait des détours. On a fait des détours par Coco, au Costa Rica, par les Galapagos en Équateur. Tant qu'à faire. Ah ben évidemment, oui. Évidemment. L'eau est une autoroute, hein. La mer est une autoroute. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a continué jusqu'en Patagonie, et puis l'Antarctique, les Malouines. Et puis on est remonté un petit peu à post-Covid. Là, on a décidé de quitter le continent américain pour la Polynésie. Alors malheureusement, on n'a pas pu s'arrêter devant l'île de Pâques, mais à cause du Covid. Et puis on est arrivé en Polynésie, et là, on s'est très très fort enthousiasmé de la qualité des plongées en Polynésie. On a fréquenté une bonne partie des passes des Tuamotu. Donc, tu vois, ces passes, ce sont ces atolls, ces eaux qui rentrent et qui sortent dans les atolls et qui génèrent une vie absolument dingue. Des requins par milliers. Donc, c'est quoi ces Rangiroa, ces Fakarava Voilà, tous ces sites de dingue qu'on a usés tant et plus. On s'est gavé, quoi. Il n'y a pas de doute. C'est vraiment la consécration.
Et puis bientôt, on continue plein ouest en direction globalement de la Nouvelle-Zélande. Donc ici, au mois d'août, on fera Cook, Tonga et Fidji. Magnifique. Tu disais que ça t'avait pris une bonne dizaine d'années pour descendre toute la côte ouest du continent américain. Alors, je suppose pas 10 ans d'affilée. Tu reviens régulièrement en Belgique. Comment ça se passe, cette alternance entre naviguer, plonger et puis quelque part la vie un peu tous les jours ici? Oui, c'est ça. Alors effectivement, le système entre guillemets de départ qui n'était pas du tout prévu, tout ça n'était pas du tout calculé, prévu, je sais pas, organisé. Ça a été vraiment du step by step, mais on a chaque fois abandonné le voilier à l'étape suivante. Donc j'ai chaque fois trouvé une place de port ou un mouillage ou un carénage quelconque dans une ville qui m'arrangeait au niveau du parcours. Donc on prenait 3 semaines, 1 mois de voyage et on abandonne le bateau à cet endroit-là. Alors économiquement, c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a les trajets. Mais curieusement, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un bateau en route que d'en avoir un à Nieuport, niveau place de port, quoi. Tu vois. Oui. C'est assez étonnant, mais les gens se disent la place de port, non, il y a rien de plus cher que la Méditerranée. Et paradoxalement, la Zélande et la Belgique, la France, c'est très cher par rapport à l'ensemble du parcours qu'on a fait, quoi. Tu nous partageais que tu as acheté un petit voilier en acier pour te lancer dans l'aventure. Je suppose qu'un voilier pareil, c'est pas tout à fait prévu pour la plongée, donc qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir plonger de manière plus ou moins facile? Alors, on est parti simplement avec 4 bouteilles 300 bars et un compresseur thermique sur le pont qui fait un bon ronronnement désagréable. Et voilà. Donc, on gonflait les bouteilles près de la jupe arrière. Voilà. Donc, c'est pas super pratique. On avait une échelle perroquet qui montait sur le pont. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'en est toujours sorti. Départ annexe, retour annexe soit ou bien à l'échelle et gonflage à l'arrière. Il y avait l'avantage à ce bateau, c'est qu'il y avait une grande cale arrière qui me permettait de mettre un petit peu tout le bazar plongeur que tu peux imaginer. On était agréablement équipés pour 4 à 6 plongeurs. Maintenant, entre-temps, on a changé de bateau et on a un petit peu mieux mis avec un groupe électrogène et un compresseur électrique. Qui fait nettement moins de bruit, je suppose. Qui fait nettement moins de bruit, avec une plage arrière qui rend la manœuvre... voilà, il y a 1,50 m entre ton annexe et le gonflage des bouteilles, et tout ça est beaucoup, beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable. Alors, je m'imagine voilier, qui dit voilier dit forcément navigation à voile. Je m'imagine aussi que tu as un moteur d'appoint pour les navigations. Comment ça se passe, le passage de l'un à l'autre? Perpal Nord est clairement un bateau qui est mixte, donc c'est-à-dire qu'on utilise le moteur et les voiles. On n'a pas fait un parcours de voileux à 100%. Donc, on n'a pas fait un tour du monde en passant par Panama et en faisant le tour de l'équateur par les Alizés. Nous, on a fait l'équivalent de 4 fois le tour du monde, mais en faisant tellement de détours que je te prie de croire que malheureusement, le moteur a un peu tourné pour rentrer, sortir des baies, etc. Les longues navigations, on essaie d'utiliser au maximum la voile. Là, on en a fait quelques-unes très belles entre Vancouver, par exemple, et Hawaï Marquise, etc. Donc ça va très bien à la voile. Maintenant, c'est avant tout un voyage de plongeurs avec des destinations et des rendez-vous avec des copains plongeurs, etc. Donc, on va à la voile quand il y a moyen, on va au moteur quand il n'y a pas moyen de faire de la voile, et puis voilà, quoi. On n'est pas des obsédés de la voile. Mais bon, la voile est indispensable pour l'équilibre du bateau, donc on a tout le temps des voiles en place, quoi. Donc mix de deux et pas de grande religion, je dirais. Non, voilà, l'idée, c'est pas des puristes voileux. L'idée, c'est vraiment un bateau de voyageurs avec des belles destinations à la clé, des spots de plongée qu'on a découvert tout au long du trajet, quoi. Tu parlais du fait que des gens venaient te rejoindre, donc effectivement, je suppose que tu ne fais pas des navigations en solitaire. Donc, comment est-ce que tu organises tes équipages? Comment ça fonctionne, ça? Alors, les grandes navigations, on partage les quarts, donc c'est-à-dire que les copains, d'une part, il y a Florence et moi qui sont le noyau dur, mais les amis ou les enfants font leur quart, c'est-à-dire que tu vas faire tes quarts de surveillance en surveillant qu'il n'y a pas de risque de collision, que la trajectoire du bateau reste impeccable,
stable, que les vents n'ont pas varié. Et puis voilà, tu vas écouter s'il y a quoi que ce soit qui est déréglé ou qui ne va pas dans les voiles ou dans le bateau de manière générale. Aussi entre 2h et 4h du matin, quoi. Ah oui, c'est du 24-24. Ouais. On n'est pas toujours en forme. Et donc, tu as systématiquement entre 4 et 6 équipiers, finalement, puisqu'on Tout à parle fait. d'équipiers sur le bateau. Oui, il y a entre 4 et 6 équipiers, quasiment 100% de plongeurs. Ça, par contre, je crois que c'est une religion. On est dans le podcast Octopus aussi, hein, C'est c'est pas ça, pour quoi. rien. Alors, je suppose que tu as eu des belles galères aussi en cours de route. Tu as des belles histoires à nous raconter, des moments où tu t'es fait peut-être un petit peu peur. Ah oui, on a eu quelques galères. Rien de dramatique, heureusement. Des petits pépins. Alors, je tiens à dire aussi qu'on ne s'est jamais engueulé ni disputé sur 15 ans de navigation à bord de Perpal Nord. Je pense qu'il n'y a jamais eu un mot plus haut qu'un autre avec un équipier ou je sais pas quoi. Bon, de temps en temps, peut-être une déception de l'un à l'autre, mais vraiment pas grand-chose et pas de galère humaine. C'est déjà particulier, ça, parce que être coincé dans un tout petit espace comme ça avec quelques personnes malgré tout, ça doit pas être évident à gérer au quotidien. Écoute, voilà, moi je trouve que ça s'est toujours bien passé et tout le monde y met du sien. Et je pense que le but est toujours d'aller faire des belles plongées, etc. Enfin, les plongeurs globalement sont quand même vraiment partageurs de leurs enthousiasmes et les gens arrivent très positifs et repartent super positifs. D'ailleurs, on a un cycle d'équipiers qui sont un peu toujours les mêmes, curieusement. Et donc, non, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et alors, effectivement, des galères, on en a eu. Météo déjà, ça c'est sûr. La météo est parfois un petit peu imprévisible, même si on check 2 fois, 3 fois, même si on a un routeur aussi à terre pour les grandes traversées avec quelqu'un qui surveille les navigations, enfin qui surveille la météo de manière globale, un peu comme le font les coureurs du globe à la voile. On est suivi. Mais malgré tout, on peut éventuellement avoir des petits problèmes de cartographie, par exemple. Il y a des zones, on a fréquenté dans le nord de la planète, des zones qui étaient très très mal cartographiées. Donc ça nous a valu plusieurs échouages. On en a eu un peu catastrophique du côté du Groenland, avec une sortie de port non cartographiée. Ça a coûté un coccyx et une grosse frayeur. On pensait qu'on allait couler. Puis un peu plus loin, à Barrow, là, après le passage nord-ouest, je me suis échoué pendant 4 jours sur un banc de sable dans une tempête. On a été litroyé en hélicoptère en pleine tempête. Donc, je ne sais pas si j'avais pas plus peur de prendre l'hélicoptère par tempête que de rester avec 1,20 m d'eau autour du bateau. Mais bon, voilà, on a vécu des trucs assez sensibles. Ouais. Puis en Antarctique aussi, on s'est pris dans la houle, on s'est fait coincer entre 2 plaques de glace et puis on a eu une voie d'eau. Donc ça a été un petit peu stressant, mais de nouveau avec les équipiers et tout ça s'est super bien passé. On a pu réparer en allant plonger sous glace et en allant mettre une rustine entre guillemets en acier, mais bon, une rustine quand même. Enfin voilà, oui, des expériences heureusement. Enfin en tous les cas. Pour ce qui est de la fin des expériences, ça a toujours été sympathique. Pas de grosses frayeurs encore, mais voilà, je touche du bois, je pense être prudent. C'est préparé, quoi. C'est bien anticipé, les météos sont bien contrôlés, le matériel est entretenu. Enfin voilà, on met les chances de notre côté, quoi. Et malgré tout, il y a toujours des imprévus. Je pense que tu as dû avoir des galères moteurs aussi. Je ne sais plus qui me disait que tu avais dû usiner des pièces sur le bateau même afin de pouvoir repartir. Oui, quand tu es en bateau, tu es en débrouille. Je veux dire, effectivement, on a déjà eu une panne moteur à 2000 milles de toute terre. Et tu dois te débrouiller, il n'y a pas le choix, quoi. Donc, je ne suis pas mécanicien, mais j'ai appris à le devenir, quoi. Tu dois vraiment te débrouiller. Mais ça va, ça fait partie du voyage, en fait. Et puis, si tu as une panne moteur, tu coules pas, quoi. Donc, t'es pas pressé, en fait. Tu dis que tu as le temps, mais il faut du coup avoir de solides réserves en termes de nourriture, d'eau, d'énergie. Comment est-ce que tu organises tout ça? Alors ici, maintenant, on a un dessal, donc on n'a plus trop de problèmes de production d'eau. Mais tu parlais de panne, ça tombe en panne, un dessal.
Donc c'est pas encore parfait. Et au niveau réserve gasoil, on est assez bien fourni. On a près de 2000 litres de gasoil à bord. Donc on peut déjà faire beaucoup, éventuellement s'il n'y a pas de vent ou même éventuellement appuyer la navigation si jamais les vents sont vraiment contraires. Enfin globalement, on est assez fourni, on pêche, donc on est quasiment autosuffisant en nourriture en fait. Tant qu'on a du riz et de la sauce soja, on se gave de sashimi, nous. Des bonnes grosses bonites. Voilà, exactement. On peut manger toutes sortes de poissons, de dorades ou autres, quoi. En termes de rencontres sous l'eau, je rebondis sur les belles bonites. C'est quoi tes rencontres les plus mémorables en plongée? Sans doute que la plus mémorable, c'est le léopard des mers. Le léopard des mers, c'est un phoque qui fréquente les eaux antarctiques, qui peut faire au moins 4 mètres de long et qui a une propension assez intéressante à manger des pingouins, des manchots. Et voilà, oui. On a eu un face-à-face assez flippant avec ce bestiau qui a clairement l'intention de vérifier ta comestibilité, je ne sais pas si ça se dit. Mais... ton goût, quoi. Voilà. Donc, oui, tu dois un peu te battre pour ne pas perdre un mollet. Donc ça, c'était assez chaud, mais bon, on a aussi des rencontres avec des morses. Les morses sous l'eau sont extrêmement territoriaux et compliqués à gérer. Sinon, on a eu des très très belles rencontres de baleines, dauphins, requins, etc. Enfin, les belles rencontres sont vraiment extrêmement nombreuses. Voilà, entre les mantas, les machins. Enfin, je pourrais même pas les citer tellement il y en a eu, les mérous géants ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de trucs. Encore récemment, les pieuvres géantes du Canada, c'est magnifique. Mais en termes de rencontres stressantes, oui, clairement, je pense que c'est le léopard. Oui, c'est pas un rigolo celui-là. Hein. Non, il est espiègle et c'est futé, quoi, en plus. J'avais envie de rebondir sur la navigation dans les eaux particulièrement froides. Tu parlais du passage nord-ouest, du Spitzberg, de l'Antarctique. Comment est-ce qu'on s'organise en fait? Parce que un voilier, en première intention, j'ai l'impression que c'est quand même équipé pour les eaux plus chaudes et pas pour des conditions extrêmes telles que celle-là. Alors, le Père Palmer est équipé d'un Webasto. Je ne sais pas si tu vois, c'est une petite chaudière à air pulsé. Donc, globalement, on a le chauffage et en plus, on a un poêle à mazout. Dans le bateau, donc c'était relativement confortable à l'intérieur du bateau. Effectivement, on a eu des températures un petit peu désagréables parfois hors du bateau, évidemment avec du vent et des températures proches de zéro. Oui, parce que quand tu fais tes quarts, c'est pas à l'intérieur, c'est dehors. Ah non, oui, c'est tout à fait dehors, oui, tout à fait. Mais on est bien équipé, quoi. On s'est bien préparé. On s'équipe, on met des couches et puis et des bonnets et des cache-nez et des gants et des gros gants parfois. Oui, c'est à l'extérieur. On prend l'air marin dans toute sa splendeur. Mais il y a aussi, c'est dans l'adversité qu'on a les plus beaux souvenirs, quoi. Tu vois, je veux dire, donc d'un côté on veut les éviter, mais d'un autre côté enfin voilà, ces souvenirs on les a dans ces moments qui peuvent être un petit peu difficiles et contraignant, au bout d'une nuit de quart difficile, en réalité, une fois que tu as passé le mauvais temps et puis qu'on se retrouve au petit déjeuner du lendemain ou du surlendemain éventuellement, on se dit « Ah ouais, ça a été dur, mais voilà, on l'a fait, on a une fierté d'y être arrivé. » Enfin voilà, tout ça est chouette en fait. Voilà, quand tu fais des plongées dans l'eau froide, tu as froid, mais finalement, le lendemain, c'est pas ce que tu retiens. Tu as vu des homards monstrueux ou je sais pas quoi, ou des orques, mais tu n'as pas le souvenir du froid en réalité. Ah, oui. Alors, on vient de couvrir la partie animale qui, pour nous plongeurs, est hyper importante. Mais enfin, je suppose aussi que tu as dû faire de belles rencontres humaines au travers de ces différents voyages. Et peut-être qu'au contraire, aussi des rencontres humaines plus difficiles avec des gens qui n'avaient pas trop envie de te voir arriver. Alors, non, je dirais que je n'ai que de souvenirs de rencontres positives. Moi, j'adore les peuples un petit peu autochtones du nord du continent américain, les Inuits. Et les Groenlandais sont des gens extrêmement accueillants, extrêmement sympas. J'ai l'impression que quand tu arrives par la mer, les gens sont beaucoup plus accueillants et beaucoup plus sympas qu'en tant que terrien, quoi. Sur les pontons, les bateaux, on est toujours accueillis de manière formidable.
on nous offre du poisson, on s'occupe de nos enfants, on nous propose toujours les meilleurs plans, on est même hébergé, on est invité. Enfin, franchement, arriver par la mer dans des coins perdus, ça n'a été que du bonheur. Après ça, je pense que c'est idiot, mais il y a une question de comportement aussi. On n'est pas des voyageurs envahisseurs qui s'imposent. On va toujours demander ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut se mettre, avec qui on peut communiquer, etc. Et je pense que les gens sont vraiment super sympas. Ce serait trop long à dire, mais des rencontres extraordinaires, on en a tellement, quoi. Je pense que c'est d'ailleurs un des principaux moteurs de ce voyage, c'est ces fameuses rencontres qu'on fait partout avec ces gens, ces locaux, quoi. On prend un petit bout de leur vie, on s'imagine... Voilà, il y en a qui vivent sur des îles très isolées et puis qui sont tellement contents de nous accueillir. Puis nous, on apporte un petit morceau. Et ça, c'est systématique chez nous, on apporte du chocolat belge ou des petites mignonnettes ou des petits morceaux de chocolat ou je sais pas quoi. Et puis ça, c'est vraiment notre ticket d'entrée dans beaucoup de petits villages. Voilà. Et sinon, on croise les enfants et nous ouvre la porte des parents, etc. Enfin, ça se passe vraiment super bien. Jusqu'à présent, franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est une super chouette rencontre. Donc, tu t'es jamais retrouvé dans un port un peu chelou avec des mecs qui te regardaient un peu drôlement? Oui, quand même, oui. Effectivement, maintenant que tu en parles, on s'est déjà retrouvé sur la côte ouest de la Colombie dans des situations difficiles avec des hommes armés. On ne sait plus trop si la police est là pour t'aider, te racketter, te machin. Mais bon, bref, si tu achètes de l'essence, si c'est bien le propriétaire du diesel qui te le vend. Enfin, bon, on a déjà été dans des trucs compliqués. Il faut avoir un tout petit peu le nez pour sentir quand est-ce qu'il faut partir, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on n'a pas eu de problème de piraterie à proprement parler. Mais bon, y a des coins du monde qui sont pas encore tout à fait civilisés aux bonnes pratiques commerciales, on va dire. Si tu devais partager ta mecque personnelle en termes de lieu de plongée après tous ces voyages, ça serait où et pourquoi? C'est une question compliquée parce que mon enthousiasme pour la plongée démarre à peu près à chaque plongée vierge, surtout si je connais pas. Donc, si c'est un endroit où j'ai pas été. Donc, mon top plongée, je pourrais facilement te dire, oui, ben, c'est les passes de Polynésie parce que t'as 500 requins à la fois, etc., etc. C'est pas tout à fait le cas. C'est plus subtil que ça. J'aime beaucoup des plongées qui ont été extrêmement simples, avec des quantités de crustacés de dingue, par exemple, au large du Chili. J'ai adoré rencontrer justement en Antarctique cette faune et flore qui tente au gigantisme, ces immenses crevettes, ces grandes anémones. Enfin, alors c'est pas tape à l'œil, mais c'est incroyable, quoi. Ou bien justement en Patagonie avec ces centoias, là, ces fameux crabes, ces araignées de mer qui, au-delà d'être incroyablement belles, sont délicieuses. On s'est pas mal nourri, je dois bien avouer qu'on ne peut pas choper du homard en Zélande, mais par contre, sur un parcours comme celui-là, quand on est au bout du monde, on prélève de temps en temps un crustacé ou l'autre au passage, quoi. Ça ne fait pas de drame. Et donc, du coup, on a de l'enthousiasme aussi dans ce genre de plongée, quoi. De temps en temps, on fait ce qu'on appelle des plongées alimentaires, quoi. Mais donc, oui, j'ai adoré plonger sur les épaves historiques ces bateaux qui ont essayé de découvrir certains coins du monde, quoi. Il y a vraiment une dimension... voilà, on n'est pas sur un cargo qui transportait du blé en mer du Nord. On est sur des bateaux de recherche qui, à 200 ans, ont essayé de découvrir un bout de planète. Voilà, toutes ces plongées ont été extraordinaires. J'ai l'impression que je me souviens de chacune d'elles. Combien de plongées, en gros, pendant tout ton voyage? Ouf, un petit millier comme ça, je sais pas. Ouais. Pas mal. Ton prochain départ sera vers Tonga, Fidji, Nouvelle-Zélande, depuis la Polynésie. Après ça, tu vas où? Écoute, la Terre est ronde, donc je vais continuer à faire des tours et des détours. J'ai dans l'espoir d'aller découvrir le sud de la Nouvelle-Zélande, en tous les cas, puis de rejoindre la Tasmanie, d'aller un petit peu explorer la grande barrière de corail. Puis il y a le bassin Indo-Pacifique là, qui est encore à découvrir.
J'avoue qu'étant rentré dans le Pacifique par le passage nord-ouest, je rêve d'en sortir par le passage nord-est, donc de repasser le détroit de Bering et de, entre guillemets, rentrer en Europe par le passage nord-est, c'est-à-dire toute la côte de la Sibérie et le tour de la péninsule scandinave, quoi. Mais bon, en réalité, je n'espère pas du tout rentrer. Oui, donc j'allais dire, une fois que tu aurais terminé ton tour du monde, tu vas nous inventer quoi, Nico? Non, mais mon tour du monde se termine grabataire. Donc voilà, je t'inviterai à mes obsèques. Où ça? On verra bien. Sur une île déserte, de préférence. Le mot de la fin pour toi? Ayez le courage de passer le cap pour ceux qui n'osent pas. Et voilà, il n'y a que du bonheur à prendre la mer. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent. Il y a beaucoup de gens qui se disent ah bah tiens, peut-être le budget, ou peut-être j'ai pas les compétences, ou je sais pas quoi. Et en réalité, on a le droit d'apprendre sur le tas, on a le droit de pas tout savoir. Le milieu de la mer, le milieu des navigateurs est parfois un peu prétentieux, et puis ça donne peur de s'engager en mer, alors que c'est tout à fait accessible aujourd'hui avec toutes les applications météo qu'on a. C'est écrit noir sur blanc quand ça va être rouge. Gardez-vous le temps de vous planquer pour pas prendre un coup de baston le premier jour de votre première nave. Mais sinon, c'est totalement accessible à plein de gens, quoi. Il faut juste pas de main gauche, en fait, je dirais. Et encore, j'ai pas la prétention que ce soit mon cas, mais je veux dire, c'est franchement, il faut y aller, quoi. Il faut vivre ses rêves, et voilà. Merci Nico. Avec plaisir. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Thomas Koremans. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!